Donc, sauf que ça sera donc un mariage non sexuel, mais sans clause, mais étendu à un nombre Étendu, social. c'est une espèce Voilà. de clan, quoi. C'est ça C'est qu'on ça, c'est définirait ça. comme un clan. Voilà. Alors, de préférence, pour que ces communautés tiennent, il faut de préférence éviter qu'il y ait des relations sexuelles à À l'intérieur du clan. l'intérieur du clan. Voilà, pour respecter Ouais. le tabou du sexe. Et justement, les relations s'effectuent hors du clan. Hors C'est du ça. clan, c'est ce qu'on appelle l'exogamie. Voilà. C'est-à-dire qu'on couche avec les gens d'autres clans, le clan de la tortue, le clan de ceci, le clan de cela. Donc, alors ça serait au niveau législatif, mais je voudrais aussi le faire au niveau associatif, puisque ça sera plus immédiat. C'est-à-dire que voilà, recréons des familles demain, puisque le mariage disparaît, arrêtons de nous marier, et puis au lieu de nous marier, on va à la préfecture de police, et puis on dépose des statuts d'association. C'est-à-dire qu'on crée une assoce qu'on peut appeler, comme je disais, le clan de l'aigle, allez, tiens, ou le clan du loup. Et puis voilà, on met dans les statuts que les membres se doivent solidarité et qu'en échange, ils mettent des biens en commun. Alors pourquoi mettre des biens en commun? Je l'ai dit tout à l'heure, le bien commun, c'est le ciment de toute communauté. Pour créer de la solidarité, pour créer une cohésion, il faut un bien en commun. Hein, je disais, le ciment de cohésion de la nation, c'est la patrie. Et la patrie, elle est indivisible. Et si on met à diviser la patrie, ben, il n'y a plus de cohésion entre les membres de la nation. Et ben, dans une communauté, une famille, un clan, une tribu, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un patrimoine commun indivisible. Et donc ça, je voudrais le faire sous structure associative. Donc faire des associations, des familles associations, qui s'associent en clans, qui s'associent en tribus, et ainsi de suite, jusqu'à créer une pyramide, ce qu'on appelle une pyramide gentilis. J'appellerais une pyramide gentilis. Donc ces structures pyramidales, donc famille, clan, tribu, nation, c'est, d'après Engels, la première organisation sociale de l'humanité qu'on retrouve partout. C'est comme Partout, ça que tu es organisé en Inde, les Indiens d'Amérique, en Afrique, etc. On partout, retrouve ça. Ouais. partout. Voilà, on retrouve une confédération de ce type relativement célèbre en Europe, c'est la confédération islandaise. Donc en Islande, bon, il y avait un roi, mais il n'avait pas vraiment de pouvoir, et celui qui avait vraiment le pouvoir, c'était la confédération tribale islandaise, qui à mon avis est un héritage d'une ère beaucoup plus ancienne. D'ailleurs, le premier parlement européen, enfin de l'Europe, c'est en Islande, et d'ailleurs il y a un lieu qui s'appelle le Ting. Et le Ting, c'est le parlement tribal, c'est le parlement tribal de l'Islande. Donc on retrouve ça vraiment partout. Donc je voudrais recréer la même chose. Donc à chaque niveau, donc, la famille, le clan, la tribu, etc. dispose d'un patrimoine commun, d'une richesse commune. Donc dans les tribus, c'était des terrains de chasse, ça peut être des champs collectifs, etc. Et donc voilà, donc le projet c'est ça. Et alors comment structurer tout ça? Comment gérer, quel système de décision pour prendre des décisions au sein des familles, des clans, des tribus, etc. Qui décide et comment? Alors on voit que ces sociétés-là étaient démocratiques. Voilà. Donc c'était ce qu'on appelle la démocratie tribale. Donc la démocratie n'a pas été inventée par la Grèce, la démocratie elle est universelle à tous les sauvages. Sauf que ce n'est pas une démocratie institutionnelle, c'est une démocratie où, comment dire, cette démocratie, elle est garantie parce que, enfin, l'authenticité de cette démocratie est garantie parce que le peuple est propriétaire. D'ailleurs, dans la démocratie athénienne, c'était seulement l'élite des propriétaires qui avaient le droit de voter. Mais là, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a une démocratie où on n'est pas propriétaire, donc on n'a aucun moyen de pression sur le gouvernement, sur l'État. Alors que dans une société tribale, la famille est propriétaire de terre, le clan est propriétaire, la tribu est propriétaire, la nation est propriétaire, et c'est géré collectivement. Donc, les différentes cellules de la Confédération ont un réel pouvoir sur la Confédération. Et donc, c'est une démocratie où, en fait, chaque individu a un réel pouvoir. Donc, le pouvoir réel, c'est la propriété. Voilà. Ouais, parce que vous, alors justement, là, c'est parce que là, tu nous décris en substance ce qu'est le projet Prométhée, en fait, Voilà. le projet que tu essayes de mettre en Ouais, place, c'est ouais. ça. Et dans ce projet-là, les banques disparaissent aussi, ça c'est important. Les membres disparaissent. Les banques. Alors, voilà. Ça, on va y... On va y arriver parce que c'est important, ça, c'est quelque chose Alors, qui... juste avant de revenir aux Ouais. banques, voilà, comment gérer, comment décider, comment décider quand ça se passe, les décisions dans un clan, dans une famille, dans une tribu, etc. Alors pour cela, je me suis inspiré de la constitution tribale la plus connue, qui a été la mieux traduite, c'est la constitution de la Confédération des 6 nations iroquoises. Pourquoi? Parce que c'était une confédération tribale très puissante, elle a tenu tête pendant longtemps face aux Anglais et aux Français. Et aussi parce que les pères fondateurs des États-Unis, des 13 premières colonies américaines, s'en sont inspirés pour rédiger la première constitution américaine, pour rédiger la constitution américaine.
Donc Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, etc. Disaient aux 13 colonies qui se faisaient la guerre sans cesse, disaient oh là, regardez, les sauvages à côté, ils arrivent à s'unir dans la fraternité, on va peut-être copier sur eux pour arrêter de se battre entre nous. Et donc ils sont partis voir les chefs amérindiens, ils ont traduit la constitution iroquoise en anglais. Et à partir de là, ils ont rédigé la célèbre constitution américaine. Bill of Rights. Voilà, exactement. Et donc même la déclaration d'indépendance des États-Unis découle de la constitution iroquoise. Alors moi je veux faire la même chose, j'ai fait la même chose, j'essaie de la traduire en termes associatifs. C'est-à-dire comment traduire une constitution tribale amérindienne en statut d'association et en structure associative. Donc c'est ce que j'ai fait, donc vous pourrez taper sur le site Constitution tribale matricienne. Ouais. Voilà. Et donc c'est un système relativement, c'est une anarchie, c'est une anarchie dans le sens où il n'y a pas d'État. Et sans être spécialement marxiste, Engels disait que la société iroquoise était la plus proche de l'idéal marxiste, c'est-à-dire une société sans État, collectiviste, égalitaire, sans classe sociale, et où les hommes et les femmes sont égaux. Et d'ailleurs, il y a un article très intéressant, l'article 44 de la Constitution iroquoise, qui dit que les femmes sont la source de la nation, elles possèdent la terre. La mer est supérieure aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre les femmes et les mères. C'est-à-dire que les mères ont un statut supérieur aux femmes. C'est-à-dire que chez les Iroquois, le fait d'accéder à la maternité, c'est une expérience mystique. Avoir subi l'épreuve de la maternité, la souffrance et l'épreuve de la grossesse leur permet d'accéder à d'autres fonctions. Donc chez les Iroquois, il y a un conseil des mères qui gère les terres et qui élit les chefs. Voilà. Donc c'est pas, encore une fois, voilà, ça plaît pas aux féministes. Ça, hein. La maternité, c'est... Elles n'aiment pas la maternité, tu nous l'as bien montré. Voilà. Donc, alors pour revenir à un système comment dire, sans banque, donc l'idée, c'est, comme je te disais, c'est de collectiviser des richesses au sein de la famille, du clan, de la tribu, de la nation. Donc dans un système pyramidal associatif. Engels, donc, dans son livre Origine de la famille, de la propriété et de l'État, donc un livre marxiste que je conseille, disait que, de manière sibylline, dans deux textes, disait que la libre association sonnera à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que la libre association, si on permet la libre association, il n'y aura plus d'histoire, parce que l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est l'accès au pouvoir, c'est la guerre, c'est les conflits. Donc il n'y aura plus d'histoire. Il dit que ça provoquera la fin de l'État. Et bon, ici pas la banque, mais moi par extension, ça provoque aussi la fin de la banque. Donc la libre association, il le dit clairement, reléguera l'État au musée de l'histoire à côté de la hache en bronze et de la roue en pierre. Alors, donc l'idée, c'est de pouvoir collectiviser des richesses entre nous librement, c'est-à-dire au sein de familles, de clans, de tribus, etc. Et l'intérêt, c'est que cela permet de faire des prêts sans taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'une banque, qu'est-ce que c'est? Une banque, c'est 10 000 Gugus qui mutualisent leur richesse à travers un parasite qui s'appelle le banquier. Donc on leur file tous de l'argent, et lui, il nous revend notre propre argent avec taux d'intérêt. Là, l'idée, c'est que notre banque, ça ne sera plus le banquier, ça sera la famille, le clan, la tribu, etc. C'est-à-dire que moi, si je veux faire un prêt pour m'acheter un scooter, par exemple, je vais emprunter, non pas à la banque, mais je vais emprunter, par exemple, à mon clan ou à ma tribu, puisque on collectivise des richesses au sein de la tribu. Donc, la tribu, vu que c'est une entité juridique, c'est une association, elle peut s'acheter un scooter, elle a les fonds pour, elle achète le scooter. Et le scooter est au nom de la tribu, et ensuite, moi, je rembourse la tribu sans taux d'intérêt, parce que j'ai un devoir de solidarité envers cette tribu, parce que je suis membre de la tribu, et que, alors je ne me rappelle plus exactement, donc je rembourse en taux d'intérêt parce que j'ai un devoir de solidarité avec la tribu et que je cotise à la tribu. Et au final, quand j'ai remboursé la tribu, le titre de propriété du scooter va de la tribu à moi. Voilà. En gros, le projet, c'est ça. Alors, il y a des écueils juridiques. Oui, explique-nous, parce que c'est en contradiction, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que le vrai pouvoir populaire, donc le vrai pouvoir, donc comme je disais, c'est pas le suffrage universel, le vrai pouvoir, c'est la propriété. Et le vrai pouvoir populaire, c'est la libre association. La libre association, c'est-à-dire le droit de collectiviser des richesses entre nous librement,
en échange de solidarité. Donc on met de l'argent entre nous et on s'impose un devoir de solidarité. Ça, c'est interdit à l'heure actuelle en plus, c'est ça? C'est interdit. C'est interdit parce que tout État sait que ça détruirait l'État. On fait concurrence à l'État. Aujourd'hui, la seule entité qui a le droit de collectiviser des richesses, c'est l'État, hein, le Trésor public. C'est ça le Trésor public. Donc, on met de l'argent dans le Trésor public. Et dans une moindre mesure, le mariage. Et encore, le mariage, c'est pas vraiment une propriété collective, puisque le mariage, quand il y a dissolution du mariage, le patrimoine est partagé, en général. Donc aujourd'hui, la seule entité qui a le droit de collectiviser des richesses, c'est l'État. Et donc elle se réserve ce droit-là. Et comment elle se réserve ce droit-là? C'est qu'elle interdit aux associations de collectiviser librement des richesses. Alors comment ça se passe? Si on crée une association entre 10 personnes et s'ils se disent, tiens, on va mettre chacun 10 000 euros dans le pot commun de l'association, eh bien aux yeux de l'État, ça va être considéré comme de l'évasion fiscale ou comme des pratiques sectaires. Donc au nom de la lutte contre les sectes et de l'évasion fiscale, eh bien ces dons à l'association vont être taxés à hauteur de 60%. Donc pourquoi ils font ça? Donc pour éviter qu'il y ait d'autres entités que l'État qui aient le droit de collectiviser des richesses. Pourquoi? Parce que ça ferait un État dans l'État, enfin ça ferait une nation dans la nation, et une patrie dans la patrie. Ce petit pot commun là, c'est une patrie. Et la communauté qui collectivise des richesses dans cette association-là, c'est une nation. Donc on ne veut pas de nation dans la nation, on ne veut pas de patrie dans la patrie, on ne veut pas de concurrence à l'État, on ne veut pas de concurrence aux banques. Donc on empêche cette libre association. Donc voilà, en ce moment, donc ça c'est le gros écueil au projet Prométhée. Le seul moyen de ne pas être taxé par l'État, c'est d'avoir éventuellement le statut d'association d'intérêt public, ou mieux le statut de fondation. Voilà, la fondation, on n'est vraiment pas taxé. Oui, fondation, ouais. Voilà, mais ça c'est l'État qui décide qui est fondation et qui n'est pas fondation, et qui est association d'intérêt public ou pas. Alors bon, là je vais m'y remettre au projet, mais il y a peut-être une manière de contourner cette loi-là, afin de pouvoir librement collectiviser les richesses. Et comme je disais, là, il ne peut pas y avoir de communauté soudée s'il n'y a pas un bien commun qui nous soude. C'est-à-dire qu'on va défendre nos bistecs en commun, quoi. Voilà, on a un intérêt commun à défendre, cet intérêt commun à défendre, ça va être une maison, ça va être un terrain, etc. Et ça, pour ceux qui sont dans les territoires d'outre-mer ou dans les colonies françaises, ou en Afrique, qui travaillent notamment avec les populations autochtones, savent que la guerre du système, elle est vraiment sur le statut de la propriété. Pourquoi? Parce que souvent, dans ces zones-là, il y a des territoires tribaux. Par exemple, on voit en Guyane, par exemple, il y a des territoires tribaux, ou on voit à Tahiti, il y a des territoires tribaux qui appartiennent depuis des milliers de générations à telle tribu. Et donc, ce lopin de terre est propriété collective de la tribu. Donc la tribu, elle est quelque part une entité collective. Et ça emmerde beaucoup les spéculateurs. Moi, je me rappelais, j'avais une amie qui se plaignait qu'à Tahiti, il y avait des territoires tribaux sur lesquels on ne pouvait pas spéculer. Les spéculateurs fonciers ne pouvaient pas toucher à ces terres parce qu'elles étaient propriété collective des tribus. Alors, dans beaucoup de ces territoires-là, que font les États? Ils confisquent les terres, mais ils disent, hop, on ne vous les vole pas, on vous les rend, mais en propriété individuelle. Alors, on l'a vu ça notamment en Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks par exemple. On le voit, alors j'ai un contact au Tchad qui m'explique que les territoires, pareil, l'État tchadien réquisitionne les terres tribales des tribus locales pour les redistribuer en part individuelle. On vous rend vos terres, mais en part individuelle. Ce qui fait qu'après, chaque membre de la tribu est propriétaire d'un lopin de terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend la terre parce qu'il a besoin d'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Du coup, le territoire tribal est disloqué. Et l'entité tribale est dissolue. Donc le meilleur moyen de détruire les communautés, c'est de diviser la propriété. On dit diviser pour régner. Diviser quoi? Diviser la propriété. Et c'est ce qui s'est passé notamment lors de la Révolution française. Avant la Révolution française, il y avait encore des propriétés collectives paysannes. Et qu'a fait le Directoire, me semble-t-il? Eh bien, il a aboli ces propriétés collectives paysannes. Il dit hop, on vous les rend, mais en propriété individuelle. Comme ça, ces parts individuelles sont la proie des spéculateurs fonciers. Voilà. Donc moi je veux faire marche arrière, revenir en arrière, et donc restaurer cette propriété collective tribale, pour créer des communautés soudées, solides, etc. Parce qu'en fait, la propriété collective, aujourd'hui, il faudrait se monter en société, c'est ça, pour avoir une propriété collective? En société, voilà, là je ne connais pas trop le... Est-ce qu'une société, c'est vraiment une propriété collective? Puisque non, une société, encore une fois, c'est pas une propriété collective puisque ce sont des actionnaires. On a des parts de propriété.
C'est-à-dire qu'on a 30%, 20%, etc. Et aujourd'hui, il y a des projets un peu altermondialistes qui essaient de recréer des propriétés collectives. Le problème, c'est qu'elles passent encore une fois par des systèmes de parts, ils passent par des copropriétés, des coopératives, des SCOP, comme on dit. Oui, les SCOP et les SCIC, oui. Voilà, ils passent par des SCI. Mais le problème, c'est que c'est encore des histoires de parts. Et que, même s'il y a des lois... C'est ce qui se rapproche le plus de ce que tu dis. Voilà. Ouais. Oui, mais même s'il y a des lois qui tentent de réguler la spéculation, il y a quand même des intrigues de pouvoir à celui qui aura le plus de parts et celui qui de fait, aura le plus d'influence. Parce que même s'il y a des lois qui interdisent à celui qui a le plus de parts d'avoir le plus d'influence, de fait, celui qui a le plus de propriété a le plus d'influence. Donc, au final... au final, ces communautés fondées sur les SCI ou sur les SCOP, au final, se font toujours gouroutiser par celui qui a le plus de parts de propriété. Au final, on a toujours un gourou qui soit est propriétaire de tout, ou soit est propriétaire du plus grand nombre de parts et qui dit aux autres, bah, vous fermez votre gueule, c'est moi qui ai le plus de parts. Voilà. Donc, ils n'ont pas résolu ce problème-là. Et aussi, le problème, c'est que ces projets un peu babacool, un peu New Age, sont souvent accessibles seulement à des gens qui ont des moyens. À chaque fois, je me renseigne sur des communautés et des éco-villages. Ah bah, pour s'installer dans l'éco-village, il faut investir dans une SCI, il faut mettre 170 000 euros. Ouais, d'accord. Ouais, mais tout le monde n'a pas forcément accès n'a pas forcément 70 000 euros à mettre dans une SCI. Donc le projet, ça serait de créer des communautés fondées sur une réelle propriété collective, donc associative. Il n'y a que ça qu'on a dans les mains. Et où on peut venir mettre son argent, sa richesse, dans la communauté, peu importe la part qu'on a, qu'on mette 10 euros ou 100 000 euros, c'est pareil, la propriété elle est collective. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a une question intéressante, on me dit, le communisme, est-ce du matriarcat? L'opposition communauté de l'être, société de l'avoir, comme l'explique Francis Cousin, d'ailleurs qui viendra aussi ici, est-ce que ce n'est pas aussi l'opposition matriarcat-patriarcat? Je ne sais pas si tu connais un peu cette notion de Francis Cousin sur l'être et l'avoir, et justement le retour à ce qu'il appelle un espèce de communisme primordial. Alors Michel Onfray a fait une conférence là-dessus. Il a étudié un psychanalyste du 19e siècle qui s'appelait Otto Gross et qui lui explique que le monde d'avant le Jardin d'Éden, le paradis primordial d'avant le Jardin d'Éden, c'est le matriarcat. Et bon, alors je reviendrai sur le communisme, mais bon, parce que, bon, bref, il y a avec le péché originel, la petite feuille de vigne pour cacher le sexe, etc. Justement, on a commencé à criminaliser le sexe, et justement, la criminalisation du sexe, c'est le début du patriarcat. Et donc, il explique aussi que, enfin, selon Otto Gross, et même selon Onfray, ce paradis primordial d'avant le Jardin d'Éden, ce paradis adamite, comme les hérétiques du XVIIe siècle, c'était un paradis communiste. Voilà. Donc, le matriarcat, oui, les sociétés matriarcales en général sont plutôt communistes, mais ce n'est pas un communisme d'État, c'est un communisme tribal, c'est-à-dire que c'est des cellules sans État, c'est-à-dire des familles, des clans, des tribus. Une société etc. organique, comme on dit. Voilà, une société organique. Donc oui, c'est du communisme, effectivement. Mais bon, une société communiste patriarcale, c'est possible aussi. Hein. Moi, je ne crois pas que le communisme soit spécialement associé au matriarcat. Il y a quand même, il y a quand même dans le sens où comment dire, la notion de propriété, la première notion de propriété individuelle qui sous-tend la propriété individuelle, c'est la propriété des femmes. C'est-à-dire qu'on s'achète une femme pour avoir une descendance légitime. Voilà. Donc oui, quelque part, oui, le patriarcat, beaucoup pensent que le patriarcat est plus associé à la propriété individuelle, notamment la propriété individuelle des femmes. Et donc dans le matriarcat, effectivement, on collectivise entre guillemets les femmes, quoi. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de coucher avec tout le monde, mais du moins les femmes sont à personne, c'est à elles de choisir avec qui elle a envie de coucher, quoi. Voilà, alors il y en a qui disent encore, justement, peut-être c'est pas assez clair, que le matriarcat, le patriarcat s'opposent, on passerait d'un système de domination, on va dire masculine, à un système inversé de domination féminine. Alors que c'est pas du tout ça, hein, là. Je répète, hein, moi je regarde la société iroquoise, les chefs tribaux iroquois, c'est des hommes. Hein, le grand chef à plume avec le tomahawk, c'est un homme. Mais qui détient la terre? C'est les femmes. Qui choisit les chefs? C'est les femmes. Et on retrouve ça chez les Touaregs. Enfin, c'est les Touaregs. Alors, les Touaregs, ce sont les Berbères les plus authentiques. Et les Berbères, avant l'islam, étaient très matriarcaux. Voilà. Et les Touaregs sont restés très matriarcaux. Alors, ils sont soi-disant musulmans, mais moi, j'ai une belle-mère nigérienne, elle me dit, non, ils sont païens. C'est des païens. Donc, chez eux, la filiation, la propriété, tout passe par la mère. Ils ont d'ailleurs une ancêtre, une déesse ancêtre
mythique qui s'appelle Tinhinan. Et pareil, chez eux, alors les chefs de guerre, c'est des hommes, hein, mais qui désigne les chefs de guerre? Ce sont des femmes. Et là, récemment, lors des conflits qu'il y a eu au Mali, voilà, il y a une personnalité au Mali, je ne sais plus comment elle s'appelait, Aminatou, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle parle français et elle n'est pas chef de guerre, mais c'est elle qui dit qui va être chef de guerre. Elle est debout, les hommes sont par terre avec leur calage, elle dit qui sera chef de guerre, qui ne sera pas chef de guerre. Voilà. Donc, en fait, disons que dans le matriarcat, ce sont les femmes qui détiennent le pouvoir, mais ce sont les hommes qui exercent le pouvoir. On pourrait dire comme ça. C'est-à-dire que le pouvoir des hommes doit être validé par les femmes. C'est ça. Voilà. En fait, c'est un peu une espèce, allez, j'ai envie de dire presque séparation d'autorité du pouvoir, c'est un peu ça? Ouais, voilà, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que les femmes auraient l'autorité et les hommes le pouvoir un peu, ou l'inverse peut-être même? Ouais, plutôt l'inverse. Les femmes le pouvoir et les hommes l'autorité en fait. Ouais. Non, je sais pas. Ça serait, il y a une dichotomie comme ça, mais je ne saurais pas dire qui est quoi. Mais je reprends l'exemple, par exemple, une société matriarcale qui est au Vietnam. En Vietnam, il y a beaucoup de sociétés avec d'énormes restes de matriarcat. Il y a notamment les Cham. Alors, les Cham, c'est une civilisation qui s'appelle, ils viennent d'une civilisation qui s'appelle le Champa. Le Champa, ce sont des autochtones qui ont d'abord été hindouisés et qui, face à une défaite militaire, se sont dit oh, l'hindouisme c'est nul, on va revenir à nos anciennes traditions, et ils sont retournés au matriarcat. Alors, il y a quand même chez eux une forme de mariage, mais c'est un mariage où l'homme ne détient pas la propriété, et il ne détient pas l'autorité parentale sur l'enfant. À la limite, c'est l'oncle et la mère, mais pas le père. Et donc, il montre le conseil tribal. Alors, on voyait le conseil tribal, on voit les hommes assis en cercle par terre, avec leur coiffure, etc., très fiers et tout. Il dit, nous, on est les chefs tribaux. Et puis derrière, il y a un deuxième cercle, des femmes assises derrière. Il dit, oui, mais celles qui ont le vrai pouvoir, c'est les femmes, là derrière. Parce que c'est elles qui ont la propriété. Nous, on fait que leur obéir. Enfin, pas qu'on leur obéit, mais nos décisions doivent être validées par le deuxième conseil qu'il y a derrière, qui est le conseil des femmes, quoi. Voilà, c'est ça le matriarcat. Donc on me dit, c'est vrai, mais dans la tribu, comment tu as géré les propriétés régaliennes comme l'armée, la police, les frontières, la justice? C'est-à-dire comment s'opère, ça va s'opérer par le clan, c'est ça? C'est le clan qui doit opérer ça? Alors ça c'est une très grande question. Bon, moi je n'ai pas la prétention de vouloir prendre le pouvoir. Moi pour l'instant j'ai la prétention de sauver notre peau, c'est-à-dire de sauver la démographie, de sauver la famille, de créer des familles, des clans, des tribus pour relancer la démographie, pour pouvoir se passer au maximum de l'État, même des assurances, vu que notre génération n'aura pas de caisse de retraite, et bien avoir nos propres caisses de retraite, nos propres structures solidaires tribales. Voilà. Donc j'ai pas la prétention de vouloir faire un putsch. Mais, alors c'est vrai que théoriquement, dans une société tribale, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de force de l'ordre. Et ça, justement, Engels, il explique dans l'avènement dans Origine de la famille, de la propriété et de l'État, il explique comment on est passé du guerrier en armes au soldat, comment on est passé du guerrier au soldat. Et il explique qu'on y est passé par l'imposition de la propriété individuelle. Il explique qu'à l'origine, tous les membres de la tribu étaient guerriers. On déterre l'âge de guerre. Celui qui a envie de faire la guerre, il fait la guerre. Celui qui ne fait pas la guerre, il laisse sa hache de guerre dans le sol. Et lorsqu'on faisait des razzias pour aller piller par exemple une tribu voisine, le butin n'était pas distribué entre les guerriers. Il revenait au pot commun de la tribu. Donc finalement, les guerriers se battaient pour le pot commun de la tribu. Et quand la propriété individuelle est arrivée, le butin de la razzia n'allait plus au pot commun tribal, mais il était distribué. Voilà. Donc le chef de guerre distribuait le butin entre ses guerriers. Et des guerriers qu'on achète, des guerriers vendus, ça s'appelle un soldat. Soldat, c'est solde, c'est vendu. Solde, c'est la paye, quoi. Donc quand on est passé du guerrier au soldat, c'est qu'on a rémunéré, on a salarié. En fait, le soldat, c'est un guerrier salarié, quoi. Voilà, tout bonnement. Et donc effectivement, dans une société tribale, normalement, il n'y a pas d'armée, il y a des guerriers en armes. Bon, il y a Kadhafi, Muammar Kadhafi, le dernier leader libyen, qui a essayé de réconcilier structure étatique et société tribale. Alors il faut lire le livre vert de la Jamaria. Bon, c'est un projet qui n'a
pas résolu, c'est une dualité qu'il n'a pas résolue, mais où il a essayé d'articuler les organisations tribales qu'il disait nécessaires pour créer de la solidarité, pour créer, même pour l'éducation, il disait que pour l'éducation des enfants, pour la solidarité intergénérationnelle, la structure tribale était nécessaire, mais en même temps, il a essayé de l'articuler avec des structures d'État, c'est-à-dire avec un parlement, avec toutes les structures républicaines que l'on a, quoi. Alors bon, dans la pratique, il n'a pas tellement réussi, mais bon, voilà, on peut essayer. Mais moi, c'est pas mon projet. Mon projet, c'est pas de faire une Jamaria 2. Mon projet, c'est, voilà, sauvons notre peau et trouvons une alternative, puisque aujourd'hui, encore une fois, je répète, on a énormément de mères célibataires et de femmes seules, et énormément d'hommes seuls. Donc, pourquoi ne pas recréer une solidarité entre mères célibataires et hommes célibataires, mais une solidarité entre mères célibataires et hommes célibataires, mais une solidarité qui ne soit pas fondée sur une relation sexuelle, qu'est le mariage ou la relation de couple. Pourquoi aider une mère, pour aider une mère célibataire, pourquoi pour élever ses enfants, faudra-t-il forcément coucher avec elle? Voilà, voilà, alors il y en a tout de suite évidemment qui s'insurgent. Et par exemple, on lui dit c'est ignoble de condamner le droit du père. En fait, il veut que les hommes couchent avec des femmes mais ne sachent jamais qui sont leurs enfants. Le lien entre la sexualité et la reproduction, c'est juste un acquis essentiel de l'humanité. Toi, t'es d'accord avec ça? Alors, oui, non mais, comment dire, la plupart des sociétés matriarcales connaissent le lien, le rôle du père dans la procréation. Il y a une différence entre connaître le père et reconnaître le père. Reconnaître le père, c'est donner des droits au père sur l'enfant. Le problème, encore une fois, c'est qu'on peut pas nier le droit du père sur l'enfant. Ok, mais le problème, c'est que la double autorité parentale, ce n'est pas possible. Là, aujourd'hui, on a une utopie égalitariste, justement, cet égalitariste féministe idiot qui veut que le père et la mère aient autant de droits sur l'enfant. Mais ce n'est pas possible. Soit l'enfant revient à la mère, soit l'enfant revient au père. Mais on ne peut pas faire une société une société à double filiation. Et ce problème de double filiation, c'est exactement du même ordre que la double filiation nationale, c'est-à-dire d'avoir une double nationalité. On sait très bien, alors je ne vais pas ouvrir le débat, mais avoir la nationalité, je ne sais pas, moi, ma mère est du Laos, être franco-laotien ou être franco, je sais plus quoi, gabonais, au niveau juridique, ça pose des problèmes, juridiques indissolubles. Eh bien, la double filiation, le problème de la double filiation, c'est aussi valable pour la famille, quoi. Voilà. Donc, bon, le droit du père, est-ce que c'est contestable? Apparemment, il y a une grande partie de l'humanité qui la conteste. Et je vais me dire que ça résout beaucoup de problèmes. Je pense à un petit exemple en Inde, qui est en grande partie hindouiste, où il y a un énorme problème de patriarcat là aussi, c'est-à-dire que déjà il y a le système des castes. Donc, un enfant conçu en mariage, c'est un bâtard, il est hors caste. Hors caste, c'est voilà, les petits enfants des rues, c'est souvent des enfants conçus en mariage et puis qu'on jette à la rue. Et c'était le cas en France. En France, dans la France d'antan, relisez, ou même dans l'Angleterre d'antan, il faut relire Charles Dickens, Réminiscence en famille, etc. Les rues étaient remplies de petits bâtards parce que tel noble avait couché avec sa bonne et puis la pauvre, pour pas se faire virer, ou elle a abandonné son bébé devant l'église, ou voilà, ou même une fille de bonne famille. Là en ce moment, je vous conseille de regarder une série qui s'appelle Downton Abbey, qui se passe dans l'Angleterre des années 20, on peut parler d'une charia, une charia victorienne. Une femme qui a couché en mariage, c'est le scandale familial, la ruine, c'est la ruine de la famille, ça se sait à l'international, c'est fini, quoi. Elle est à deux doigts de se faire bannir de la famille. Donc d'où les crimes d'honneur qu'on a aujourd'hui dans les sociétés patriarcales. Oui. Donc, pour revenir, est-ce que le père doit avoir des droits légitimes sur l'enfant? Le problème, c'est que entre le père et la mère, il va falloir trancher, quoi. Toi, pour toi, tu penses vraiment, voilà, la double autorité, c'est ça voilà. On va dire, qui est l'application qui arrive aux conséquences qu'on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire ces familles éclatées, les divorces. On voit les papas sur les grues, on voit SOS maman, SOS papa, c'est indissoluble, ça, c'est une situation qui n'existe pas. Nulle part sur Terre, on a dit que l'enfant appartenait et au père et à la mère. Éventuellement, il y a des systèmes mixtes où on dit, par exemple, moi je voyais dans le roi familial de l'ancien royaume du Siam, c'est-à-dire la Thaïlande actuelle, lorsqu'il y avait divorce, les enfants pères allaient au père et les enfants pères allaient à la mère. Voilà, on se partage. Ou alors la mère prend les filles et puis le père les garçons. Mais de dire que le père et la mère ont autant de droits l'un sur l'enfant, ça n'a jamais existé, c'est pas possible. Et c'est au nom de ce droit du père que partout sur Terre, on a mis les femmes en esclavage.
Je veux dire, toutes les lois, par exemple en Chine, quand on bandait les pieds des femmes, etc., ou même dans les années 20 encore, le mari avait le droit de tuer sa femme comme ça en Chine. Faut voir épouser concubine. Il a une femme adultère, il la pend. Et il passe même pas au tribunal, il a le droit. Il a le droit, ouais. Il a le droit. C'est mon esclave, c'est ma chose. Il a le droit de tuer ses esclaves. Enfin, le pater familias, on l'a connu en Chine jusqu'à Mao, quoi. Donc voilà. Et le seul moyen de garantir le droit du père, c'est d'en revenir à un système répressif comme ça. Alors, est-ce qu'on a envie d'un système répressif puritain, d'un pater familias qui a le droit de vie ou de mort sur toute sa maisonnée? Non, je pense pas. Alors une dernière question avant la pause. On me dit, est-ce que tu penses que justement la société tout entière s'oriente vers une gestion des naissances artificielles sous couveuse, sans parents? Un peu, c'est le meilleur des mondes. Exactement. Exactement. C'est que en plus ils le disent explicitement. Le projet actuel, c'est pas de revenir au matriarcat, parce que si vraiment les féministes et le système voulaient revenir au matriarcat, alors on nous parlerait de tout ce que vous dites, on en parlerait dans les bouquins, on parlerait des mozos à tout bout de champ, dans toutes les écoles, on mettrait des chansons mozo à tout va, on ferait une propagande pro-matriarcat. Alors c'est pas le cas, on ne parle pas de la déesse mère actuellement, on ne parle pas d'un culte à la maternité, on ne parle pas d'abolir la paternité, non, on veut le système entretient une situation conflictuelle indissoluble afin de détruire justement la reproduction sexuée. C'est-à-dire qu'on impose la reconnaissance de paternité et en même temps on émancipe les femmes. Or ces deux situations sont fondamentalement incompatibles. Et de cette situation-là, on a une chute démographique et comme par hasard, qu'est-ce qu'on propose? Et ça les féministes le proposent, et notamment l'anthropologue Françoise Héritier du Collège de France, disciple de Claude Lévi-Strauss, grande défenseuse de la théorie du genre, à la solution, pour libérer les femmes qui opprimées depuis 50 000 ans, la solution c'est la reproduction artificielle. Voilà. Oui, c'est le projet. Le projet, c'est de provoquer une situation indissoluble afin de dire, bon, on n'a pas de solution. La solution, c'est l'immigration de sociétés patriarcales, pour les riches ou pour ceux qui peuvent, la reproduction en machine, quoi, le meilleur des mondes. Voilà. Moi, j'essaie de proposer autre chose que ça, de revenir à des sociétés traditionnelles, spirituelles, avec une identité, mais non patriarcale, donc une société matriarcale. Eh ben, on va faire la petite pause. La régie, elle est prête, super. Eh ben, on fait une petite pause et on revient juste après. À tout de suite. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Frédéric Mariez. On va parler on va prendre les questions, on va dire, des métanautes. Mais avant, tu voulais faire des petites précisions. Je fais beaucoup de digressions, je pars dans tous les sens, je suis désolé. Je parlais du cas de l'Inde. Alors, comme vous savez, en Inde, il y a beaucoup de problèmes de société, donc les bâtards des rues, les viols, même encore des fois des veuves qu'on jette sur le bûcher, ou des veuves... les femmes qu'on brûle aussi, on immole des femmes, on a vu le mari qui est pas content, il jette de l'essence sur sa femme. Non, ça c'est plus au Pakistan, on balance de l'acide. Non mais il y a une tradition en Inde qui s'appelle la sati, et où la veuve doit se jeter sur le bûcher funéraire de son mari parce qu'elle est responsable, c'est une responsable karmique du destin spirituel de son mari. Donc elle est responsable de la mort de son mari, donc elle doit brûler, mourir vive dessus. Alors c'est une tradition qui a été abolie par les Anglais durant les colonies britanniques, mais qui a persisté. Enfin, le dernier cas recensé c'était dans les années 80, mais bon, pareil que ça existe encore dans certains coins. Mais en tout cas, en Inde actuellement, il y a notamment le problème des infanticides féminins. Il y a un problème de ratio, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et ce problème-là se répercute de plus en plus, notamment dans les pays où il y a beaucoup d'Indiens, notamment en Angleterre. En Angleterre, il y a de plus en plus d'infanticides, d'avortements sélectifs. On avorte quand c'est une petite fille. Alors, certains ont dit oui, mais c'est à cause de l'émancipation des femmes. Non, c'est pas à cause de l'émancipation des femmes, c'est parce que ce sont des populations indo-pakistanaises, alors qu'elles soient hindouistes ou musulmanes, peu importe, qui avortent quand il s'agit de petites filles. Donc, on a tous ces problèmes-là, donc le problème du viol, etc. Mais il y a deux enclaves matriarcales en Inde dont on ne parle jamais ou très rarement, où il n'y a pas tous ces problèmes-là. Il y a dans le nord-est, dans l'Assam, dans l'état du Meghalaya, dans la ville de Shillong, un ensemble de 3 tribus qui s'appellent les Khasi, les Jaintia et les Garo. Ils sont 15 millions, donc c'est pas petit.
et qui vivent en matriarcat. Bon, ils sont christianisés et un peu hindouisés, donc ils adhèrent quand même à une forme de mariage, plutôt une forme de concubinage, mais un concubinage qui n'est pas, enfin un mariage qui n'est pas reconnu par l'administration. Et bon, ils vivent quand même en couple, mais où la terre, les enfants, etc., tout appartient aux mères. Et dans ces sociétés-là, il n'y a pas d'infanticide féminin, il n'y a pas de problème de ratio homme-femme. Ils ont une prospérité économique du fait que les femmes vont aussi à l'école et qu'elles font des hautes études. Ils sont modernes comme nous, ils font des études de chimie, de droit, de magistrature, etc. Donc les femmes participent pleinement à l'essor économique et donc ils dépassent le reste de l'Inde. Il y a aussi donc, le Kerala, donc le sud de l'Inde, où les populations dravidiennes, donc autochtones, qui ont résisté à ces fameuses invasions aryennes venues du nord, ont survécu et ont su garder une certaine forme de matriarcat. Donc ça s'appelle les Naïrs. Et les Naïrs, donc c'était une caste guerrière, enfin c'est pas vraiment une caste guerrière, mais c'est des guerriers qui ont réussi à maintenir leur indépendance matriarcale en devenant les guerriers de la caste des prêtres, des brahmanes. Bref. Et pareil, chez les Naïrs, il n'y a pas de problème d'infanticide féminin, de viol, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé des mœurs matriarcales. Voilà, c'était le petit point. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, je vais en prendre une tout de suite. Il y a celle de Trésandro. Il dit, l'invité peut-il nous dire dans quel contexte familial a-t-il été élevé? Connaît-il son père? Celui-ci s'est-il occupé de lui ou a-t-il été élevé uniquement par sa mère? Je pense que cette question est importante pour comprendre si son cheminement vers le matriarcat est lié à son éducation ou si c'est juste un moyen pour plaire à ces dames. Moi, j'ai un père à qui je suis très proche. Donc, je pense qu'il verra ma vidéo. Il doit voir ma vidéo. Je suis très content de l'éducation qu'il m'a donnée. C'est lui qui m'a donné toute mon ouverture intellectuelle. Je lui dois beaucoup. Mais j'ai mis les choses au clair avec lui sur ce débat-là. En fait, il faut distinguer père social et père génétique. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas que je sois issu de son sang, enfin plutôt de son sperme, parce qu'il n'y a pas de lien du sang entre père et fils. Il y a plutôt un lien du sperme. Donc, que je sois issu de sa semence ou pas, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'il m'a apporté. Parce qu'il y a des pères de sang qui sont de très mauvais pères, et puis il y a des pères de cœur qui sont de très bons pères. Donc ce qui compte, c'est pas tant les liens du sang, c'est les liens du cœur. Et en fait, le vrai père, c'est pas celui qui a donné sa semence. Le vrai père, c'est celui qui a donné sa sueur. Voilà. Donc, si demain j'apprenais que mon père n'est pas mon père, que je suis le fils du facteur, peu importe, c'est mon père. Voilà. Alors là, il y a une question, voilà. Ça, tu dois avoir Ah oui, peut-être juste un truc. Oui. Effectivement, je suis, comme la plupart des familles actuelles, je suis issu d'une famille divorcée et multi-recomposée. Effectivement, quand je vois la débâcle familiale qu'il y a actuellement, je me dis, tiens, en voyant les Mossos, j'ai tilté, je me dis, tiens, on a la clé de l'origine de l'humanité. D'ailleurs, on appelle ça on appelle les Mossos le peuple fossile. C'est vraiment l'image de l'humanité primordiale d'avant le jardin d'Éden, d'avant le péché originel. Alors voilà, il y a encore pas mal de questions. On me dit, qui s'intéresse de fonder une famille avec des femmes infidèles, vu que c'est la base de ce qu'il reproche au système actuel et que c'est la source du mal actuel? L'infidélité, elle a toujours existé, mais comment dire, le seul moyen de lutter contre l'infidélité, c'est la répression sexuelle. C'est la répression sexuelle, voilà, c'est ça. On ne va pas lapider les femmes, on ne va pas les mettre en prison comme il n'y a pas si longtemps. Un petit clin d'œil sur Marion Sigaud, qui est déjà venue ici, qui a fait une conférence sur l'hôpital général de la Pitié-Salpêtrière. D'ailleurs, elle dit qu'elle est ouverte au débat et je suis venu débattre avec elle. Elle m'a rejeté violemment avec des insultes parce que je lui ai montré certaines vérités qui ne lui a pas plu. C'est qu'elle mettait la faute des horreurs de l'hôpital général sur le compte des gens zénistes, les catholiques sont innocents, blablabla. Mais je lui ai dit, Marion, la responsabilité n'est pas janséniste ou catholique, on s'en fiche, c'est que à la Pitié-Salpêtrière, c'était essentiellement une prison pour femmes, pour femmes pécheresses et pour les bâtards. Donc on enfermait les mères célibataires, ou toute femme qui s'écartait du mariage, et les enfants conçus en mariage. Donc c'était une prison pour tout récalcitrant à l'ordre patriarcal, c'est ça la vérité. Et que dans toute société patriarcale, qu'elle soit janséniste ou catholique, ou musulmane, ou juive, ou dans toutes ces sociétés-là, les tout récalcitrants au mariage sont bannis de la société. C'est-à-dire que les bâtards et les mères célibataires sont la lie de la société, peu importe la confession. Que ce soit chiite ou sunnite, on s'en fout. Que ce soit bouddhiste ou hindouiste, c'est la même chose.